Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur Télé Djibouti dans ce nouveau journal de 15 heures. Les titres qui vous seront développés. Le chef de l'État a quitté ce matin le pays à destination de la ville d'Ankara, la capitale de la Turquie, où il prendra part à la cérémonie d'investiture du président Recep Tayyip Erdogan. Et nouveau rebondissement dans le feuilleton du Brexit au Royaume-Uni, le ministre en charge du dossier a démissionné dans la nuit d'hier. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismail Omar Guelleh, a quitté ce matin le pays à destination de la ville d'Ankara, la capitale de la Turquie, où, à l'instar d'une quarantaine d'autres chefs d'État et de gouvernement issus de tous les continents, il prendra part à la cérémonie d'investiture du président Recep Tayyip Erdogan, réélu triomphalement à la magistrature suprême de ce pays le 24 juin dernier. Le président Guelleh fait partie d'un groupe restreint des dirigeants du continent noir conviés à cet événement auquel la Turquie associe le principe à sa participation à l'existence d'un lien fort et étroit avec elle. La République de Djibouti et la République de Turquie entretiennent des relations d'amitié et de coopération privilégiées. L'établissement des liens bilatéraux entre les deux pays remonte à 1987, mais c'est surtout depuis une dizaine d'années, sous l'impulsion conjuguée de leurs deux principaux leaders, en l'occurrence Ismail Omar Guelleh et Recep Tayyip Erdogan, que les deux pays ont accru significativement leur niveau d'échange et de coopération. Les visites officielles que les deux chefs d'État ont effectuées chacun dans le pays respectif de l'autre, ils sans conteste à l'origine de cette situation positive. Djibouti et la Turquie entretiennent aujourd'hui une coopération étendue à tous les domaines d'activité, dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Les deux nations observent ensemble un partenariat en termes de formation, notamment en matière d'hôtellerie, de logistique et transport et d'électrotechnique. Le renforcement de collaboration constaté dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur est tel que le nombre d'étudiants djiboutiens en Turquie est passé en l'espace de 14 ans, 2004 à 2018, de 47 à 500 étudiants. Dans le domaine de la santé, la Turquie offre des cursus de spécialisation pour les médecins djiboutiens. Elle étend aussi son appui à notre pays dans ce domaine de la santé à travers la construction d'édifices hospitaliers complètement équipés, dont le centre de pédiatrie en cours de finition à Belbela. La promotion du culte et de la religion constitue un autre domaine de coopération entre les deux pays. Une importante délégation comprennent notamment le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, et le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, accompagnent le chef de l'État dans ce déplacement en Turquie. L'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République de Turquie, Adan Hussein Abdillahi, fait également partie de la délégation conduite par le numéro 1 djiboutien, Ismail Omar Guelleh, en Turquie. Tout à fait autre chose, l'ambassadeur de la Chine populaire à Djibouti, Wang Yan, élevé au rang de chevalier dans l'ordre national du 27 juin. Le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdulkader Kamel Mohamed, a procédé aujourd'hui dans le salon d'honneur de la primature à une cérémonie de décoration au cours de laquelle il a élevé l'ambassadeur de la République populaire de Chine au rang de chevalier dans l'ordre national du 27 juin. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du premier conseiller politique de l'ambassade de Chine, Zhang Xuyang, et du directeur de cabinet du Premier ministre, Youssouf Aoulet Farah. Après avoir reçu la distinction honorifique des mains du Premier ministre, l'ambassadeur a exprimé toute sa gratitude envers le chef de l'État, Ismail Omar Guelleh, le Premier ministre, ainsi que le gouvernement et le peuple djiboutien. Il a évoqué les liens historiques et privilégiés existants entre les deux pays, fondée sur le respect et la confiance mutuelle. La diplomatie chinoise est là pour consolider et promouvoir la coopération bilatérale entre nos deux pays, a ajouté l'ambassadeur, car Djibouti revêt une importance capitale aux yeux de la Chine. Et pour sa part, le Premier ministre Abdulkader Kamel Mohamed a tenu à exprimer toute la gratitude du gouvernement djiboutien envers l'Empire du Milieu, présent à nos côtés depuis le début de notre indépendance et dont la coopération dans divers domaines est basée sur des relations d'amitié solides. Le Premier ministre a fait le point également sur l'état d'avancement des multiples partenariats ainsi que les voies et moyens de les consolider davantage, mais en
le 23 décembre 1957. L'ambassadeur est en fin de mission et quittera Djibouti vers mi-juillet à l'issue d'une mission de 5 et 3 mois dans notre pays. Et je vous emmène au Canada cette fois, où une délégation des parlementaires conduite par le député Dileta Mohamed Dileta s'est rendue à Québec afin de participer à la 44e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient depuis le 5 juillet et qui va se clôturer demain. Les députés Ouba Abdoulaye Ilmi et Omar Abdi Malo, tous deux membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, participent également à cet événement. Rappelons que ces rencontres organisées par l'Assemblée nationale du Québec ont aussi pour but de réunir la conférence des présidents des parlements francophones. Eh bien, cette conférence des présidents sera également une occasion d'approfondir les réflexions sur le rôle des parlements concernant l'inclusion des femmes, des jeunes et des minorités culturelles et ethniques au sein de chaque assemblée nationale. Le fait marquant de cette session est la réintégration de l'Assemblée nationale et la République de Djibouti au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Grâce au dynamisme du parlementaire et ancien Premier ministre Dileta Mohamed Dileta, la réintégration de notre institution au sein de cette organisation a officiellement été validée par l'Assemblée plénière aujourd'hui. Retour à Djibouti, une cérémonie de fin de formation de conduite a eu lieu tôt ce matin au Centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli, CITA, au CCO. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Elle a vu la participation du chef d'état-major des armées, chef de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, ainsi que la directrice de l'ISSS, Mme Nadira Abdallah, ainsi que plusieurs officiers des forces armées djiboutiennes. 10 élèves ambulanciers de l'institution ont pu bénéficier de cette formation de qualité donnée par les forces armées djiboutiennes. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis à disposition d'une ambulance pour la pratique. À leur arrivée au CITA, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, ont été accueillis chaleureusement et ont salué les officiers présents sur place. Comme vous le voyez à l'image, à l'issue de la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et le général Zakaria Cheikh Ibrahim ont procédé à la remise de permis de conduire aux jeunes bénéficiaires de la formation de conduite. Les jeunes stagiaires ont tous réussi avec brio l'examen, ainsi les inspecteurs ont reçu, quant à eux, chacun une lettre de félicitations des mains du ministre et du général Zakaria Cheikh Ibrahim. La cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Dans le reste de l'actualité, une équipe mobile de l'hôpital régional Dr Ahmed Absi Ouassama de la ville d'Ali Sabié s'est rendue dans la localité rurale dénommée Faradil dans les secteurs de Daasibiyo pour une mission médicale. Cette zone est peuplée par de nombreuses familles d'éleveurs et d'agro-pastoraux. Arrivés sur place, les membres de cette équipe médicale se sont installés pour consulter les patients. Ainsi, ils ont effectué des consultations et des soins gratuits au profit de nombreux enfants et adultes tout au long de cette journée. Des dizaines d'enfants ont été vaccinés à cet effet. Les sujets répertoriés ont bénéficié de sachets de céréales protéinées et d'autres vitamines administrées par voie orale. En plus de l'offre gratuite des médicaments, les centaines des habitants consultés ont reçu des moustiquaires imprégnés d'insecticides pour une lutte efficace contre le paludisme. Le déplacement de cette équipe médicale qui démontre encore une fois
son utilité répond à la politique du ministère de la Santé qui consiste à rapprocher les professionnels de la santé et les populations des zones rurales éloignées de notre pays. C'est ce qu'a affirmé en substance le directeur général de l'hôpital régional de la ville de l'Issebie, Mohamed Souguainan. Pour leur part, les populations visées de chaque secteur rural par les mini-caravanes médicales accueillent avec enthousiasme l'initiative tout en approuvant fortement. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Le ministre du Brexit démissionne et laisse Theresa May dans l'embarras. Et pour nous en parler, Fardous Hussein est avec nous. Fardous Hussein, bonjour. Bonjour, Esma. Alors, nouveau rebondissement dans le feuilleton du Brexit au Royaume-Uni. Le ministre en charge du dossier dans le dossier donc, du Brexit a démissionné la nuit d'hier. Et oui, Esma, un nouveau rebondissement qui fragilise encore plus la première ministre Theresa May. À cause de ce revirement, le ministre britannique en charge du Brexit, David Davis, a démissionné et a camouflé pour la première ministre Theresa May qui pensait avoir obtenu les coups des franches pour négocier la future relation avec l'Union européenne. La démission intervient 2 jours après une réunion de Theresa May avec ses ministres qui avait abouti à l'annonce d'un accord sur la volonté de maintenir une relation commerciale post-Brexit étroite avec l'Union européenne. Ce départ du Brexitier emblématique est un problème pour Theresa May. Sa décision a déjà été saluée par plusieurs députés furieux de l'accord d'où annoncé vendredi et pourrait favoriser une révolte pour renverser la première ministre. Les prochains jours s'annoncent Asma décisifs pour Theresa May. Et on reste toujours au Royaume-Uni où la Britannique contaminée à l'agent innervant Novichok est hospitalisée à Salisbury dans le sud de l'Angleterre est décédée hier soir. C'est ce qu'a annoncé la police britannique qui a ouvert d'ailleurs une enquête pour meurtre. Tout à fait, Asma. Donc la Britannique contaminée par l'agent innervant Novichok est hospitalisée dans le sud de l'Angleterre et décédée hier soir, a annoncé la police britannique. La première ministre Theresa May s'est dite scandalisée et choquée par ce décès. Un homme de 45 ans a également été contaminé par ce même agent dans une autre ville située non loin à Salisbury où Sergei Skripal et sa fille Lulia ont été empoisonnés le 4 mars dernier. Et au Japon, au moins 100 personnes ont trouvé la mort. Les opérations de secours se poursuivent. Il s'agit là des plus graves catastrophes de ce genre pour ces dernières années au Japon, alors qu'ils ont pris fin très vite. Ces violences puis se sont abattues sur l'ouest de l'archipel. Des milliers de sauveteurs tentent de retrouver les rescapés. C'est dans ce paysage dévasté que le secouriste s'efforce de retrouver les disparus. Selon un dernier bilan diffusé ce matin, 87 personnes sont mortes et 13 autres sont dans un état d'arrêt cardiaque et respiratoire. L'état d'alerte maximum a été levé partout aujourd'hui et hier dans la journée, mais les avis de niveau inférieur sont maintenus. Les précipitations entre vendredi et dimanche ont atteint des records en 93 points d'observation dans 14 préfectures. Le Premier ministre Shinzo Abe Asma a annulé ses voyages en France et partout dans le monde. À partir de mercredi, ont annoncé les médias japonais. Il s'agit là d'une des plus graves catastrophes qu'a connu le Japon ces dernières années. Rappelons avec un nombre de victimes qui dépasse désormais celui enregistré lors du glissement du terrain à Hiroshima en 2014. Merci Fardous Hussein pour ces précisions. Fin de ce journal. Merci à la régie. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Bon après-midi à toutes et à tous.